Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout le monde est là? Alors, pourquoi je me présente? Je suis Diane Stéphan. Je suis avec Philippe Aulin. On va refaire les présentations rapidement. Philippe a un souci de connexion. On ne l'entend pas malheureusement. Donc, c'est moi qui va animer cette session, ce webinaire pour vous. Est-ce que tu Donc, m'entends? je vois que vous êtes... Donc, vous voyez, il vous fait un petit signe Je pour parle. au moins vous dire qu'il est bien là, mais son micro, malheureusement, ne fonctionne pas. C'est des choses qui arrivent, c'est les aléas du direct, comme on dit. Donc, ce que je vous invite à faire, déjà, je suis très heureuse d'être avec vous pour cette heure, pour qu'on puisse échanger ensemble et vous apporter de l'information. Si vous pouvez me noter dans le chat d'où vous venez. Moi, j'aime bien savoir de quelle région vous êtes. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans le chat. Et donc, on vous entend? Oui, on entend Philippe? Vous entendez Philippe? D'accord. Ah. Moi, je ne l'entends pas. Vous m'entendez, apparemment. Ah oui, Attendez. effectivement, c'est curieux. Est-ce que vous voulez bien, dans le chat, m'indiquer si vous m'entendez? Regardez votre haut-parleur. Ouais, je regarde le haut-parleur. C'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est-à-dire? Eh bien, ça veut dire Ah. que Philippe, je l'entends. Effectivement. Écoutez, on trouve toujours des solutions. Merci à vous. Donc, on voit qu'on a des personnes d'Île-de-France, de Guadeloupe, super. Voilà, on trouve toujours des solutions, c'est parfait. Merci à vous, en tout cas, de bien nous dire que vous entendez. Donc, ça, c'est nickel. Haute-Loire, Isère, Toulouse. Et sans plus attendre, du coup, on voit aussi une personne des Hauts-de-France. Très bien, du 62. OK, de PACA, des Ardennes. Super, merci bien. Donc, on se rencontre aujourd'hui. Donc, vous savez que c'est les semaines de l'évolution professionnelle du 7 au 18 octobre. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat, comme vous venez de faire. Et puis, on pourra répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, pour vous donner des informations, c'est un webinaire qui est 100% digital, gratuit et accessible à tous. Et donc, vous avez encore jusque vendredi si vous souhaitez vous inscrire à d'autres webinaires. Donc, c'est vraiment qu'organisé par l'APEC et par Avenir Actif. Donc, nous, on fait partie d'Avenir Actif, Philippe et moi. Donc, moi, je suis Diane. Donc, on a la même mission, chargée de mission, partenariat, conseil en évolution professionnelle au sein d'Avenir Actif Île-de-France. Donc, Philippe, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur ta présentation. Je vais les surprendre. Je m'appelle Philippe. Donc c'est l'événement du jour. En effet, on est ravis tous les deux de vous retrouver. Ravis de voir que vous venez de régions très 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 variées. On va passer un moment ensemble sur un sujet quand même qui est sérieux. Et vous voyez sur nos missions, nous sommes chargés de missions partenariat. Donc nous ne sommes pas forcément des spécialistes d'un certain nombre de thématiques sur lesquelles je ne doute pas qu'au travers des participants, il y a des spécialistes. Donc on vous remercie par avance de votre indulgence. Et l'idée, c'est quand même de poser le décor et d'avancer, et notamment à un moment donné, de faire la liaison, bien sûr, avec le conseil en évolution professionnelle. Voilà, Diane. Du coup, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet sur le burn-out, le bore-out et le brown-out. De quoi parle-t-on face à ces trois principes, ces trois situations d'épuisement professionnel? Aller au travail, c'est devenu une corvée et la motivation n'est plus au rendez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Le conseil en évolution professionnelle peut être un levier pour vous aider à faire le point sur votre situation et envisager des solutions. Sans plus attendre, Philippe, Oui, qu'est-ce que tu peux nous dire du burn-out, justement? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on va très rapidement dans les slides qui vont arriver, on va aborder différentes choses. Quels sont les caractères burn-out ou épuisement professionnel, parce que les anglicismes, ça a quand même, c'est une mode, mais
revenons sur les mots d'épuisement professionnel. On parle aussi que ça se traduit par un syndrome à 3 dimensions. Alors, on va essayer de plus c'est quoi ces 3 dimensions, qu'il y a un certain nombre de symptômes, voilà, qui sont liés à ce syndrome de l'épuisement. On va de commentaires sur les outils de mesure et de détection. On va parler des caractéristiques qui sont liées à l'individu, voire sachant qu'on est tous différents. Et puis revenir sur un élément quand même qui reste majeur, qui est d'avoir un peu plus la notion de prévention, voir comment on peut agir sur les factures, arriver, des risques. Voilà. Mais je préfère le redire puisque tout ça c'est enregistré, hein. Donc le webinaire, soyez à l'aise, vous pouvez. On t'entend pas très bien, Idriss, les personnes, on ne vous comprend pas bien. Vous aurez accès au replay le 21. D'accord. Je suis désolé. Si vous êtes plusieurs, je vous invite à couper et à raccrocher, vous reconnecter. Et inversement, est-ce que vous pouvez, de façon générale, me dire s'il y a, si d'autres personnes entendent bien, s'il vous plaît, dans le chat, puisque je vois que même le chat, j'ai du mal à y accéder. Donc, je vais continuer. Tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui m'entendent difficilement. Désolé en tout cas. Donc, rentrons dans le sujet. Quelles sont les caractéristiques du burn-out? Donc, on évoquait que, disons, si on se remet un peu dans l'histoire, ça a été conceptualisé pour la première fois vers les années 1975 par, en effet, un psychiatre qui s'appelait en l'occurrence Herbert Freudenberger, et c'est un psychiatre allemand qui vivait aux États-Unis. Et c'est lui qui a pour la première fois conceptualisé en effet ces caractéristiques que une définition a été donnée. Hein, on dit que c'est un syndrome d'épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction de l'accomplissement personnel, voilà, qui apparaît chez les individus professionnellement auprès d'autrui, qui sont impliqués dans la relation avec autrui. Alors c'est une définition qui est, pour ma part, pas forcément simple, mais concrètement, si on essaie de la traduire, c'est qu'avant tout, il y a bien en effet une logique où l'épuisement de la personne va se traduire par différents paramètres, qui soient physiques, qui soient émotionnels, ou que même qui soient mental. Hein. Et c'est au regard, en effet, d'un investissement que la personne va ressentir au travers de sa situation, mais un investissement qui se traduit par beaucoup d'impact sur des plans émotionnels. Lorsqu'on parle d'épuisant émotionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se traduit par un manque d'énergie, le sentiment que la personne, ses ressources, je dirais émotionnelles, elles se sentent complètement épuisées. Et à ce titre, on va pouvoir, en tout cas la personne, va un autre critère qui est cette dépersonnalisation. Alors si on essaie d'y mettre quelques éclaircissements sur cette notion de dépersonnalisation, c'est que elle-même, elle va se sentir de plus en plus détachée, ou elle va ressentir de plus en plus des ressentis négatifs envers les personnes qui sont autour d'elle. Alors que ce soit, pourquoi pas dans le secteur médical des patients, que ce soit des usagers, que ce soit aussi des personnes de son propre entourage professionnel. Quand on parle aussi dans cette définition de la notion de réduction comment on appelle ça, de l'accomplissement personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le regard qu'elle va porter elle-même sur ses propres compétences, sur son propre travail, elle va se sentir dévalorisée. Voilà, donc globalement aujourd'hui, ce qu'on entend par épuisement, le burn-out, ce qu'on entend si on essaie de remettre une définition un peu générale, c'est un épuisement en effet qui se traduit physiquement, émotionnellement, mentalement, et qui résulte pour la personne d'un investissement en effet dans des situations qui l'exposent à des situations où sur un plan émotionnel,
il y a beaucoup d'exigences. On va continuer sur autre élément de précision, c'est que ce burn-out se matérialise au travers de trois grandes dimensions. On parle de syndrome à trois grandes dimensions, qui est en effet l'épuisement émotionnel, on l'a évoqué, mais aussi une certaine forme de cynisme, on va y revenir, et ce regard, une diminution de l'accomplissement personnel, ce sentiment d'inefficacité. Donc concrètement, la personne qui est en situation de burn-out va ressentir une fatigue extrême. Voilà, cette notion d'épuisement. La batterie, c'est à plat. Ensuite, globalement, ça va se traduire ou elle va en tout cas être plutôt naturellement dans une attitude qu'on pourrait qualifier de négative, ou se retirer, s'éloigner, se désengager en effet du travail. Quand je parlais tout à l'heure d'épuisement émotionnel, c'est que la personne va elle-même plus ou moins ressentir une notion de fatigue. Là où les week-ends, euh, globalement pouvaient suffire, elle va sentir qu'elle a besoin de repos plus long, le sommeil va être perturbé, et il va y avoir en effet, en fin de compte, une insuffisance. Elle ne trouvera pas des palliatifs pour combler pardon, on appelle cette fatigue qui va s'inscrire dans le temps et qui va devenir chronique. Quand on parle en effet de cette forme de cynisme vis-à-vis du travail, on l'a résumé ici dans ce qu'on vous a mis sur la présentation, une attitude négative, mais c'est une personne dans sa relation avec son environnement durcir, qui va prendre de la distance, mais aussi bien vis-à-vis de l'interne, de ses propres collègues, son manager, mais aussi surtout auprès de son environnement. Et on évoquait tout à l'heure des patients, ça peut être aussi des clients. Et progressivement, alors plus ou moins rapidement, la personne va se désengager du travail, se désengager de la structure dans laquelle elle évolue. Et voilà, c'est pas facile à la fois vivre et à gérer. Sur cette troisième dimension, qui est la diminution de l'accomplissement personnel au travail, ce sentiment d'inefficacité, ou oui, on peut dire ça comme ça, c'est que soi-même, elle va ressentir quoi? Le fait de se dévaloriser. Ça va se traduire en effet par un sentiment d'être inefficace, de pas avoir assez de hauteur sur le poste. Bref, c'est ça qu'on a mis dans ce terme de diminution de l'accomplissement personnel du travail. Voilà, un sentiment d'inefficacité. Donc, un syndrome qui se caractérise en effet par trois dimensions. Ces trois dimensions, on vous les a rematérialisées ici. Je suis en train de reprendre mes quelques notes qui ont bougé entre-temps. Voilà. Donc, de l'engagement, des sentiments et de l'adéquation au poste. En gros, si on avait à vous le résumer, ce burn-out, c'est un symptôme qui réunit ces trois grandes dimensions, où on pourrait qualifier d'une érosion tripartite, où à la fois on va retrouver une érosion de l'engagement de la personne, et comment dire, cet engagement, cette érosion de l'engagement, il est dû tout simplement à l'épuisement. Deuxième aspect, un désengagement, comment on appelle ça, une érosion des sentiments, où là, progressivement, on l'a évoqué, il y a cette perception du cynisme qui envahit la personne, et donc, la même chose, les sentiments vont être impactés. Autre élément concernant cette troisième dimension, c'est, on l'a évoqué, c'est que la personne ne se sent plus vraiment en adéquation entre son propre poste et elle-même. Et elle va vivre cette situation comme vraiment une crise personnelle. Donc, pas simple à gérer. Diane, est-ce que tu peux nous dire un peu plus d'éléments sur quels sont les indicateurs ou les symptômes de ce burn-out? Effectivement, il y a plusieurs manifestations au niveau des symptômes. On a les symptômes qui relèvent de l'émotionnel, où là, on va sentir une certaine irritabilité, une hypersensibilité. Physique, ça va être vraiment la prise de poids, les troubles du sommeil, les tensions aussi musculaires qu'on peut ressentir, les nausées qui peuvent apparaître. On a également des manifestations cognitives
Et ça va jouer sur la concentration. Vous allez avoir du mal à vous recentrer sur ce que vous devez faire, à prendre des décisions. Donc, ça va être difficile de faire des choix. Ensuite, les manifestations comportementales, ça peut être un repli sur soi. Vu qu'on n'arrive plus à sortir la tête de l'eau, on n'y trouve plus d'issue, et en fait, le corps, voilà comment il réagit. Et au niveau comportemental, ça va être le repli sur soi, l'isolement, et ça peut être aussi l'agressivité. Voilà, on peut avoir, on peut éprouver du ressentiment, de l'hostilité, c'est des comportements addictifs, tels que, voilà, il peut y avoir vraiment c'est propre à chacun, bien sûr, hein, il n'y a pas de règles. On donne des exemples, mais bien sûr, voilà, c'est vraiment propre à chacun. C'est important de bien avoir en tête. Chacun a ses symptômes, on peut avoir vraiment, voilà. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y aura aussi des manifestations motivationnelles, vous voyez, dans le sens où là, vraiment, ça va jouer sur soi-même, sur le moral. On va douter aussi sur ses compétences. En plus du repli sur soi, on va avoir un manque de confiance en soi. Parce qu'on va se dire, mince, finalement, je ne comprends pas, je suis tout le temps sous l'eau, j'y arrive plus. Et donc, la valorisation de soi, l'estime de soi, ça joue énormément. Et donc, on peut parler aussi d'effritement des valeurs associées au travail, le sentiment d'être pris au piège, voilà, et puis de douter de ses propres compétences. C'est ce que je vous disais, on se sent dévalorisé. Donc ça, c'est important de... Donc, comme on dit, ces manifestations ne sont pas toutes propres au burn-out. On est tous différents. Comme on dit chez nous, nos valeurs, c'est que chaque personne est unique. Ça, c'est important. Et qu'on a chacun, voilà, notre ressenti, nos émotions et notre façon d'appréhender les choses. Donc, en fait, on va aborder vraiment le zoom sur le stress chronique et le syndrome d'épuisement professionnel, qui est, voilà, en gros, ce qu'on peut dire là-dessus, que je regarde en termes de facteurs de risque surtout, c'est que le stress chronique et le syndrome d'épuisement professionnel sont donc assez similaires. Ça, c'est important de savoir s'il n'y a pas vraiment de différence. Donc, on va dire qu'il y a quand même une différence qui se situe au niveau de l'engagement dont peut faire preuve un individu dans son travail. Le déséquilibre devient trop important entre la réalité de son travail et en fait ce que son travail devrait être au regard de ce que son métier représente pour lui. Donc ça, c'est important de voir que on n'a plus la même conception de son travail. Alors, il y a des outils de mesure et de détection du burn-out qui existent. Donc, il y a le questionnaire Maslach Burnout Inventory, MBI, pour le dire de manière plus rapide. C'est vraiment repérer les phénomènes de dégradation. Donc, c'est un questionnaire qui est scientifiquement, validé, le plus utilisé aujourd'hui. Il se décline en 2 versions, soit au niveau de... attendez, je retiens. Soit pour une population spécifique, profession d'aide et de soins, profession d'enseignement et formation, soit pour une population générale au travail. Donc, ça permet vraiment d'exprimer les difficultés, servir à repérer au niveau collectif les phénomènes de dégradation du rapport subjectif au travail et permettre ainsi de revenir sur les impasses, les dilemmes et contradictions auxquels se heurtent les travailleurs dans leur milieu professionnel. Donc voilà, c'est vraiment, ça permet de détecter, voilà, de repérer si on a vraiment des signaux, enfin des alertes au niveau du burn-out. Diane, je voudrais Oui. juste préciser pour nos participants voilà, qu'on évoque des grandes généralités. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important. Voilà, on ne rentre pas dans des aspects trop médicalisés, psychologiques. C'est pas notre spécialité. Hein. Donc voilà, l'idée c'est de se reposer des réflexions, des indicateurs dans les grandes généralités. Donc c'est pas exhaustif. On n'évoque pas forcément des cas. Voilà, on essaye simplement de poser un peu le décor. Donc merci d'avance de votre indulgence. Diane. Tout à fait. Donc, il y a des caractéristiques qui sont liées à chacun.
En ce qui concerne donc ces caractéristiques, c'est le lien entre, d'un côté, l'épuisement professionnel et de l'autre côté, en fait, le genre, l'âge ou le niveau d'études qui n'est pas établi. Donc, en fait, les résultats des études sont divergents. En revanche, comme pour le stress au travail, les études montrent que les traits de personnalité jouent un rôle dans la survenue de l'épuisement professionnel. On peut notamment citer le lien entre ce syndrome, l'instabilité émotionnelle, tendance à percevoir, construire et ressentir la réalité, et les événements comme menaçants, pénibles et problématiques. Et le caractère plutôt consciencieux, c'est-à-dire être méthodique, organisé, soigné, méticuleux, persévérant. Voilà, on a plusieurs traits de personnalité et qui peuvent donc engendrer cet épuisement. Ce qui résulte d'une exposition prolongée à un facteur de risque psychosociaux, ça crée un déséquilibre important pour l'individu, ne disposant plus de ressources suffisantes, moyens, soutien, reconnaissance, ça c'est important, pour faire face aux exigences de son travail dans le respect des valeurs de son métier, déséquilibre pouvant compromettre son engagement professionnel. Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut retrouver lorsqu'on on est en plein burn-out. C'est vraiment les caractéristiques. Alors, prévenir en agissant sur les facteurs de risque psychosociaux, donc déjà que vous soyez manager, salarié, RH, CSE, dirigeant. Il est hyper important de prévenir le burn-out de manière à la fois individuelle et collective. Chaque action compte, peu importe son niveau. On dit que le soutien du collectif compte pour beaucoup dans la prévention du burn-out. C'est hyper important. S'informer, se former aussi, c'est un axe de prévention. Vous voyez, les travailleurs sensibilisés aux risques psychosociaux peuvent être en capacité de détecter d'éventuels signaux émanant de leurs collègues. Donc ça, c'est vraiment des choses à ne pas prendre à la légère. C'est le collectif qui va vraiment aider la personne en situation de burn-out. Et on peut solliciter dans ce cas-là, même si on va en parler juste après, le conseil en évolution professionnelle pour engager justement une réflexion sur les solutions d'information et ou de formation envisagées. Vous savez, on dit toujours que la parole est libératrice. Le fait de garder tout en soi, et ben forcément, à un moment donné, on cumule. C'est comme ça aussi qu'il peut y avoir des risques de burn-out. Comme je le dis, j'en fais pas une généralité. On est tous différents, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas, de rester seul. Il faut éviter et en parler le plus possible. Le conseiller CEP peut être à même aussi de vous aider peut-être à prendre de la hauteur, prendre du recul, vous aider à travailler sur un plan B. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on veut mettre en avant pour vous aider justement à vous relever. Nous, on va être là pour vous tirer vers le haut, en fait. Clairement, c'est ça. Hein. C'est pas vous laisser dans une situation néfaste, critique. Donc, c'est vraiment important d'avoir conscience que le CEP peut apporter, mais aussi veiller aussi à sa charge de travail. Ça, c'est important. Comment on peut prévenir? C'est-à-dire qu'être vigilant à la charge de travail, ça va être quoi? C'est s'assurer de la planification, de sa prise de congé, planifier suffisamment de travail à l'avance, établir un dialogue sur les moyens pour atteindre les objectifs. Si augmentation de travail, mise en place d'indicateurs de suivi. Ensuite, on va parler encore du soutien. Hein. Le soutien, c'est primordial. Hein. Un soutien social solide au sein de son collectif. Discuter collégialement sur les situations de travail, difficultés récurrentes, plan d'action pour y pallier. Ne pas rester seul, je le redis, c'est très important. Donner, solliciter des marges de manœuvre également. Ça va être, le travailleur va être force de proposition proactif à son poste de travail. Les outils, ça va être rédiger la fiche de poste en co-construction, se dire que ce que je fais là, c'est en lien avec ma fiche de poste. Une communication interne régulière et transparente pour avoir un terrain favorable à la proactivité de tout le monde. Assurer aussi une juste reconnaissance du travail, ressources mobilisées par le travailleur, justement. Il s'agit d'être transparent et équitable dans les processus de reconnaissance des uns et des autres. On va également discuter des critères de qualité de vie au travail.
On a parlé tout à l'heure de l'engagement. On va revenir sur cette notion qui est importante dans l'explication du burn-out, vu que les attitudes motivationnelles, on en a parlé tout à l'heure, justement, il y a cette histoire de désengagement, sont étroitement, donc ces attitudes motivationnelles sont étroitement liées à la reconnaissance. Et la reconnaissance par autrui est liée à la reconnaissance de soi-même dans les actions du quotidien. On va parler aussi d'estime de soi. Donc ça, c'est important de se dire que, voilà, il faut se dire également que forcément, si on n'a plus d'estime de soi, en gros, on va se désengager. C'est la suite, voilà, c'est humain. On va pas, vous êtes en pleine crise, on va dire, de burn-out, mais le but étant vraiment moi je dis, voilà, de libérer la parole, d'extérioriser, même si c'est pas simple, et savoir bien vous entourer, surtout, pour être aidé. S'entourer des bonnes personnes. L'entourage est très important. On va parler également du burn-out. Donc le burn-out, c'est une notion qui a été attribuée à 2 consultants suisses. Alors c'est Perrotlin et Monsieur Werder. Donc il y a peu de littérature sur le burn-out, que vous sachiez. Il y a une littérature abondante sur le boredom, qui parle d'ennui au travail. Cet ennui au travail est conceptualisé donc comme un état émotionnel désagréable, de faible stimulation et d'insatisfaction. Donc, c'est engendré par la situation de travail qui n'offre pas assez de sollicitations. Donc, c'est vrai, on va voir la définition, ses origines, je vous ai déjà donné la définition, on va le revoir. Les risques associés, le profil type, la stratégie de contournement et les acteurs privilégiés et comment s'en sortir. Donc voilà, le burn-out, c'est carrément l'inverse en fait. C'est l'ennui, on s'ennuie à mourir, c'est ce qu'ils disent. C'est une grande souffrance qui est imputable au manque d'activité pendant le temps de travail. Donc c'est, comme on dit, c'est un état émotionnel désagréable. Donc ça n'offre pas assez de sollicitations, donc d'où l'ennui au travail. Donc au niveau de la source de l'ennui, donc il y a peu d'exigences, il y a peu de latitude décisionnelle. Limite, vous manquez de challenge en fait. C'est ça aussi. Il n'y a pas suffisamment de challenge dans votre travail, d'où le fait que vous pouvez retrouver cette notion d'ennui. La rupture du temps, dans l'espace, des frontières du métier, vu que vous n'avez plus vraiment d'organisation. Donc vous avez des tâches qui sont plutôt monotones, répétitives, mais également de surveillance. On parle aussi de sens au travail. Donc c'est la triple rupture à l'origine du burn-out. On parle donc de la rupture du temps, dans l'espace, comme je vous ai dit, des frontières du métier. Et il y a également, ça c'est la suite, c'est les risques psychosociaux multifactoriels. Où là, justement, on va avoir une crainte du regard social. Se dire, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie ? Et donc, ça va être la question clé pour nous, un contact avec un inconnu. Et le réflexe social intégré dans les normes de politesse, question offre la possibilité d'une intégration facile en société. Donc, il y aura une crainte du regard social par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Il y aura un conflit moral aussi. Faire des efforts pour gagner de l'argent est donc normal, d'autant qu'un contrat scelle l'accord. Et le salarié peut penser qu'il y a un conflit de valeurs, il souffre, il y a une certaine souffrance psychique, excusez-moi. Donc, il y a forcément le risque de perte de repères, comme il est indiqué. Qui dessine l'histoire de l'entreprise, celle des salariés, qui dessine une empreinte commune, qui brouille les repères identitaires de chacun, vu que vous ne vous retrouvez plus du tout dans votre métier. Donc, ça crée une perte de repères. Il y aura aussi un risque organisationnel. Le fait d'analyser, comprendre l'organisation du travail dans l'entreprise permet de dresser aussi une cartographie des risques de burn-out. On a également les risques professionnels métiers.
C'est-à-dire que le burn-out peut trouver son origine parfois dans le niveau de formation du salarié qui n'est pas adapté. En fait, il ne se trouve pas à la bonne place. Ça, c'est hyper important aussi. Si vous faites de l'ennui, c'est qu'à un moment donné, on se pose la question, donc déjà, est-ce que le poste m'intéresse toujours, mais est-ce que je suis à la bonne place? C'est une question qui revient. Et ça, j'en ai déjà parlé aussi avec des personnes que j'ai accompagnées qui me disaient, ben, clairement, je m'ennuie, je pense que je ne suis pas du tout à la bonne place. Comme je disais, il y a aussi conflit de valeurs qui peut ressurgir. Il y a le risque de placard. Alors, le risque de placard, il y en a 3 types. Il y a le placard de type social. Le salarié est situé physiquement dans les espaces de travail et avec les autres. Mais il peut s'agir d'un poste qui dit aménagé, qui officiellement lui permet de reprendre une activité suite à un problème de santé, par exemple, mais dans lequel il n'y a plus de substance, en fait. Il ne s'y retrouve plus du tout. Situation qui devient à moyen terme dérangeante lorsque le salarié, justement, a repris ses marques et demande à réaliser du travail concret. Donc, vous voyez, il y a déjà ce premier type de placard qui est social. Il y a le placard libéré. C'est dans le cadre où le salarié est libéré de toute contrainte, traçabilité de son activité à son employeur, souvent proche d'une direction opérationnelle à qui on laisse une totale liberté sur sa journée. Donc, ces types de placards ne font pas souffrir outre mesure car les personnes sont occupées, mais elles perdent leur sentiment d'appartenance. Vous voyez, le burn-out, ce que ça fait, c'est que on peut à un moment donné ne plus trouver sa place, c'est ce qu'on disait, mais c'est le sentiment d'appartenance et d'identité à son métier, au profit d'une autre identité professionnelle qui l'échafaude par le défaut et sur le long terme. Il y a également le placard du chargé de mission, c'est-à-dire qu'il y a l'absence de rattachement hiérarchique clair, ni contenu de mission tranchée, lui conférant une absence totale de légitimité. Donc, il sert souvent de variable d'ajustement quand l'entreprise tient à préserver ses emplois. Puis, on a les risques invisibles. Les burn-out se nourrissent des fois de tabous, de doutes, de ruminations et peuvent mener justement ces risques invisibles à la procrastination. Donc, c'est l'effet de la non-action. Donc, ça, c'est aussi important de connaître tous ces risques qui sont associés vraiment au burn-out. Donc, il y a une étude qui porte sur 7500 membres du service public. Je vous en fais part, je me dis c'est toujours intéressant. Les salariés risques qui s'ennuient au travail présenteraient un risque 2 à 3 fois plus élevé d'accidents cardiovasculaires que ceux dont l'emploi est stimulant. C'est important ça. C'est vraiment une étude. Quant aux effets psychiques liés aux ruminations, aux doutes et à l'anxiété, ceux-ci sont reconnus pour préparer le terrain dépressif en annihilant toute motivation, intérêt et volonté. L'état de la personne en burn-out se rapproche plus de l'état dépressif en fait que de la paresse. C'est important quand même de se dire que c'est pas parce qu'on s'ennuie qu'on est paresseux. C'est pas ça du tout. Au contraire, c'est que vous avez le sentiment justement de ne pas être suffisamment reconnu. Vous ne vous retrouvez plus dans votre métier. Et donc là, l'état dépressif peut se manifester. En fait, il faut se dire que l'être humain, il n'est pas fait pour l'oisiveté qui dure. C'est ça. J'espère avoir été claire avec les risques associés pour vous donner une idée de ce que vous pouvez rencontrer ou pas, parce que j'espère pas, moi, voilà. Mais c'est quand même important de les connaître parce que quand il y a une prise de conscience, je trouve que la prise en charge, se dit, là, c'est ce que je rencontre comme symptôme, et là, il faut que je passe à l'action, il faut que j'essaie de trouver des solutions et que ça existe et que je ne suis pas tout seul et qu'il y a des professionnels. Enfin, vous pouvez être aidé. Donc, le burn-out, c'est le profil type. Il me semble que c'est Philippe qui va nous en parler. Il y a un message personnel à me faire passer peut-être? Non. Bon, donc restons avec le sourire sur des sujets malheureusement difficiles et Oui. sérieux pour chacun et chacune. Alors, est-ce que on peut dire, est-ce qu'il y a véritablement un profil type? Eh ben, la réponse, c'est non. On peut pas vraiment définir un profil type
parce que, globalement, le salarié qui s'ennuie, on identifie, qu'il existe, on pourrait appeler ça, des racines, des causes racines, 3 causes racines à, cet ennui. Il y a à la fois, des dimensions qui vont tourner, ou les origines qu'on va trouver, au travers de l'organisation, hein, comment est-ce que la charge de travail, elle est répartie? Point d'interrogation. Hem, Proprement dit lié aussi, à la notion de savoir-faire. Est-ce qu'à un moment donné, les compétences, la façon dont on évolue, qu'on change ses compétences, est-ce que c'est plutôt, en régression? En tout cas, comment on perçoit en effet, cette notion d'ennui au et puis, de façon générique, troisième cause, importante, du burn-out, c'est en effet la notion, des motivations. Où en sont nos motivations, nos envies, nos ambitions, l'intérêt ou les intérêts, qu'on porte dans telle ou telle mission? Voilà, donc vous comprenez que quand on mélange ces 3, ce qu'on pourrait appeler de causes racines du burn-out, et ben, on va complexifier la chose puisque, nous, êtres humains, nous sommes complexes. On va y rajouter aussi après, sur ces 3 racines, des contextes qui sont propres à chaque personne, hein, à la fois quelles sont, les trajectoires de la personne, trajectoire, professionnelle, comment la personne s'estime, notion d'estime de soi, quel besoin de reconnaissance peut avoir la personne, plus ou moins. Donc vous voyez que, il est important en fin de compte que d'observer, que, l'ensemble aussi des comportements sociaux et l'interaction que peut avoir le salarié avec le restant des collaborateurs peut impacter. Donc quand on mélange tout ça, vous imaginez que, globalement, on ne peut pas véritablement, définir un profil type. Ce qu'on peut dire, c'est que, en lien avec, le burn-out, il y a des études qui ont été menées. Ces études, en tout cas, certaines de ces études qui sont disponibles, elles font apparaître vraiment clairement un lien qu'il y a entre, génériquement, une faible satisfaction au travail, le stress, une diminution de l'engagement et de la performance, des comportements, contre-productifs, même du turnover, ou même l'intention de quitter l'entreprise. Donc, voilà, clairement montre qu'il y a un lien en effet avec, ce qu'on appelle le burn-out. Donc conséquence, bah, en effet, en termes de soutenance ou de soutenabilité au travail, hem, tout ce qui est lié à la santé perçue, les symptômes de stress, dépression, accident de travail, il peut y avoir même certaines conduites, qu'on pourrait qualifier d'addictives. Voilà, ça se traduit en effet par un certain nombre de phénomènes. La souffrance, puisqu'on peut parler de souffrance, la Mmh. souffrance en effet, du burn-out, elle est quand même elle est subtile. Et c'est justement cette subtilité qui fait que, on a du mal à décoder parce que, elle est, généralement pas forcément bien, comment dire, assumée par le salarié. Donc, la personne évoquera un certain nombre, d'éléments, l'ennui, le manque de stimulation pardon, dans son poste de travail ou l'envie de changer parce qu'elle aspire à plus de responsabilités. Bref, rien d'alarmant, à 1re vue en tout cas. C'est là toute la subtilité. Alors que la personne et ben, elle se trouve déjà dans ce qu'on a appelé il y a quelques secondes les, racines du burn-out. Donc, le salarié, il sait qu'il s'ennuie, mais, il bouge pas, il émet pas de projet particulier ou il met pas des projets en route. Il attend que quelque chose se passe. Voilà, donc on peut dire qu'en en dehors de lui, et ben, le désir en effet qu'il exprime, le désir, oui, le désir de travail, il est, en effet, qu'on pourrait qualifier d'empêché, il est étouffé par, lui-même, par sa plainte, par sa souffrance. Voilà, donc c'est pas évident à détecter parce que le salarié lui-même ne va pas forcément l'exprimer comme tel ou il ne va pas forcément, en avoir conscience. Je passe sur le slide suivant.
Alors, est-ce que globalement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à, le burn-out et les stratégies, qui ont été, observées, des stratégies qu'on pourrait qualifier de contournement, donc de façon consciente ou pas consciente, un individu donc pour éviter en effet, il y ait des effets négatifs liés à, l'ennui. La première tentative, ça va être de, en effet, rationaliser un certain nombre d'actions. On va y revenir, un peu plus tard. Quand on quand on parle aussi de contournement, il y a un 2e axe, en tout cas la première tentative, ça va être en tout cas de rationaliser. Puis la deuxième tentative de contournement, elle va s'exprimer aussi, vers, la notion de faire preuve de créativité, afin, d'élaborer, des stratégies d'évitement ou de contournement de l'ennui. Voilà. On va entre guillemets «déployer», des actions, qui consistent pardon à, occuper le temps, trouver dans la moindre activité un rôle, voilà, à tenir le plus longtemps possible. Voilà, traîner en quelque sorte. Voilà. Quand on passe ces 2 premiers stades en tout cas, on va, en tout cas le salarié va enclencher un 3e niveau de stratégie de contournement. Donc là on monte dans les graduations, qui concernent, en effet toujours du contournement et cette 3e niveau de stratégie, bah, c'est que, l'ennui, bah, il il devient en effet tel que, le l'individu va décider de traiter un certain nombre d'affaires personnelles sur le lieu de travail. Voilà, donc concrètement, il va être amené à gérer, voilà des, préoccupations personnelles et puis, ou d'échanger, de plus en plus avec ses, collègues, voilà, en démultipliant, autant que nécessaire, en tout cas, c'est ce qu'il ressentira, de faire des pauses, café, cigarettes et cetera, de prendre plus de temps à déjeuner et pour autant, il fera preuve d'une certaine agilité sociale, donc pas simple tout ça. Pour sortir de ce contexte ou pour aider à sortir de ce contexte de burn-out, globalement, alors c'est un peu générique, hein, ce qu'on partage avec vous, mais c'est quand même structurant dans les réflexions. C'est que, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont à privilégier ou qui sont privilégiés s'ils en ont conscience et on l'espère, c'est pour ça qu'on intervient aussi. Globalement, les salariés sont, de façon générale, en attente d'une forme d'autorité. Voilà. Un salarié, globalement, il attend, qu'on le guide. Et pour cela, on revient sur, l'importance qu'ont à jouer, les managers de proximité. Voilà, donc s'il y a besoin, le manager, hem, soit le collaborateur exprime, soit le manager a bien observé et va essayer de lui proposer, quelque part de redonner une activité, de le remettre dans le mouvement, puisqu'on a évoqué juste avant qu'il avait des subtils, un certain nombre d'actions de contournement. Deuxième élément important aussi, deuxième point d'appui incontournable, ce sont chez l'employeur, c'est, alors plus ou moins selon la taille de l'entreprise, c'est les services RH. Voilà. Donc les services RH, avec les managers, déploient un certain nombre d'outils que peuvent être les entretiens professionnels, qui sont obligatoires en effet tous les 2 ans. Et puis l'idée, c'est que les périodes qu'on pourrait qualifier, d'ennui, au travail peuvent être aussi des bons moments pour, démarrer une réflexion, en profondeur, démarrer une réflexion en profondeur, notamment, en interne, selon toujours pareil la taille de l'entreprise, auprès d'un certain nombre de responsables, mobilité, si on les appelle comme ça, peut-être qu'il y a d'autres, appellations, des responsables formation. Voilà, donc il y a aussi, chez chaque employeur, selon la taille, des personnes donc qui vont être beaucoup plus, comment dire? Naturellement et dans leur mission d'apporter des solutions, d'être aussi, dans l'écoute. L'important en tout cas, c'est, que notamment avec votre structure RH par exemple, vous puissiez aborder peut-être des outils, des dispositifs qui vont vous aider à redonner du sens, à prendre de la hauteur. Et là, on peut parler des bilans de compétences ou des points carrière, ou d'entretien conseil, tout dépend en effet, de ces différents dispositifs ou d'aide à l'élaboration d'un projet. Et c'est vrai que tous ces éléments, vont, vous permettre, en tout cas, de vous aider ou d'aider le salarié à repartir sur des missions,
et une motivation qui sera différente. Pour revenir sur les structures qui peuvent vous aider, bah, vous avez notamment, et c'est pour ça qu'on intervient, le conseil en évolution professionnelle, dont c'est la mission, et on va, d'ici la fin de la présentation, revenir sur les caractéristiques du conseil en évolution professionnelle. C'est vraiment un service public qui sera là aussi avant tout pour vous aider. Ce qu'on peut dire, c'est que en sortir de façon générale, comment sortir, comment on peut aider, c'est qu'on sait très bien que aujourd'hui, le travail, hein, le travail, globalement, qui définit une bonne partie de la vie, sociale, que aller au travail, ça suffit pas. Voilà, ou ça suffit plus. Et que, il est important, de trouver en effet cette notion, d'utilité pour aussi socialement, se sentir dans l'équilibre, et c'est bien. Donc on sort de ce cadre-là et on va maintenant sur la notion de reconnaissance. Comment est-ce que, on est reconnu? C'est ça véritablement en fin de compte la question. Donc cerner, les enjeux de son burn-out, donc son burn-out ou de ceux de ses collaborateurs, bah, c'est que, l'idée à un moment donné, peut-être, c'est, pourquoi pas, hein, il y a les réflexions peuvent conduire aussi à exercer une activité, qui soit en dehors du périmètre actuel, que nous avons dans l'entreprise, ou d'aller, sur, une autre mission, quoi. L'idée, c'est de ne pas attendre pour tomber dans la dépression. Voilà, donc être conscient soi-même et ou se faire aider, ça reste quand même très important. Une chose est sûre, c'est que, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on est légitimement en tant que salarié amené à se poser sur l'utilité, sur son engagement, et inversement, en tant qu'employeur, d'observer un certain nombre de salariés sur lesquels on se pose des questions. Pour sortir de ça, il y a des incontournables, quand je dis des incontournables, en tout cas des structures qui sont spécialisées, des acteurs dont c'est le métier. Le médecin du travail, j'ai vu que dans les échanges là, et merci en tout cas pour vos nombreux commentaires et vos dialogues. Voilà, le médecin du travail, lui, il va être en observation et échanger avec vous, si vous êtes salarié, ou avec l'employeur aussi, hein, n'oubliez pas, hein, le médecin du travail, c'est un interlocuteur pour les 2 parties. Il va logiquement, si la personne est dans situation de burn-out, observer une fatigue, qu'on pourra qualifier de chronique, même quel que soit l'enjeu du poste, hein. C'est pas la question de l'enjeu, ou de la mission proprement dit de la personne, et donc c'est lui qui, va pouvoir détecter en fonction d'un certain nombre de paramètres, d'une, sollicitation inférieure à 2 heures par exemple par jour, si, la personne est rentrée dans cette logique d'être un burn-out. Donc lui, c'est professionnel, il pourrait beaucoup mieux en parler que moi. Il a un certain nombre d'indicateurs qui vont faire qu'il va pouvoir éventuellement se mettre en alerte, le partager avec le salarié, mais aussi, pourquoi pas, selon les besoins, alerter l'employeur pour éviter en effet des situations, qu'elles s'aggravent et que on rentre dans un risque quelque part d'usure à l'ennui, quoi. Voilà. Euh, la responsabilité aussi collective, Diane l'a évoqué il y a quelques minutes aussi. Le, il faut que collectivement, au niveau en tout cas de l'employeur, d'avoir une attitude de prévention, sur, les effets de la santé liés à l'organisation du travail, et pour cela, il y a un outil qui concerne l'évaluation des risques. C'est une de ses obligations. C'est un bel outil aussi pour les employeurs pour, anticiper et éviter en tout cas de se mettre dans une situation, à risque. Les services RH, on l'a évoqué, ils disposent d'un certain nombre d'outils, de prévention. On les a dit très rapidement tout à l'heure. Les entretiens d'évaluation, voilà, qui permettent de faire un bilan annuel sur les performances, faire un point sur les attendus, que ce soit en termes d'objectifs, de contenu, la charge, des compétences, bref, c'est hyper important. L'entretien professionnel, qui doit avoir lieu tous les 2 ans, à minima. Rien n'empêche de le faire en effet différemment. Et puis enfin, le conseil en évolution professionnelle qui, lui, va faire un point en effet sur la situation, va explorer un certain nombre de métiers, de marchés, il va élargir le champ des possibles auprès du salarié, et voir comment, un certain nombre de prestations, complémentaires, que peuvent être les bilans de compétences, que peuvent être en effet, d'autres dispositifs comme,
le projet de transition professionnelle, et cetera, ou pour ceux qui veulent créer une entreprise. Bref, tout ce qui est lié à la formation, pardon. Donc, vous l'avez compris, vous avez différents interlocuteurs selon que vous soyez employeur ou que vous soyez salarié ou indépendant. Il y a un certain nombre de réflexions à avoir soi-même en termes d'observation et aussi nous en tant que encadrant, en tant que RH, en tant qu'employeur, d'observer, d'être attentif pour éviter d'identifier, quoi, d'éviter, grâce à l'observation et aux échanges, d'éviter que les personnes s'enfoncent dans des situations où les parties seront en effet malheureusement perdantes toutes les deux, quoi. Alors le brown out, je ne sais plus, est-ce que c'est toi ou moi? Là, c'était... Moi, je suis au Ça centre. doit être toujours moi. Tout à fait. Oui. Alors, donc on va aborder très rapidement, parce que le temps passe Oui, vite, la c'est ce que j'allais dire. définition, suis-je concerné symptômes? Ouais, il va falloir qu'on accélère. Donc à l'essentiel, donc là, je dirais la différence qu'il peut y avoir avec les précédents, c'est concernant aux autres situations, une personne qui est en brown out est une personne qui globalement assume toujours ses fonctions, quoi. Sur un plan fonctionnel, elle est toujours là et elle peut rester même active. C'est pas la question. Cependant, la personne, elle, ce qu'elle ressent, c'est alors je le dis aussi avec nos mots, elle ressent un sentiment qu'on pourrait qualifier d'absurdité, voilà, dans son travail. Elle n'est pas en surcharge, elle s'ennuie pas, mais pour autant, elle se sent déçue ou incompris, saoulée. Voilà. La perception qu'elle peut avoir, alors la perception qu'on a en effet, c'est ou que la personne peut ressentir, c'est surtout ça le plus important, c'est qu'elle fait un travail dénué de sens. Ah oui, je pense que ça vous parle pour un certain nombre, en effet, cette notion de perte de sens. Et donc, il en résulte pour la personne une lassitude. Et on revient aussi sur une attitude globalement d'un cynisme, et c'est ce qui est plus ou moins ressenti, qui en est la victime. Alors, le rôle important ici dans cette situation de brown out, c'est le rôle important qu'a en effet l'entreprise. Et c'est alors un rôle ou être à l'origine. Et c'est souvent l'entreprise qui est un élément entre guillemets favorable ou défavorable à l'avènement de ce type de pathologie, quoi. Donc l'entreprise peut en effet être amenée à créer un certain nombre de situations qu'on pourrait qualifier d'irrationnelles, hein, au travail. En tout cas, c'est la façon dont va le percevoir la personne, le collaborateur, et qui peuvent être à l'origine prises par qu'on pourrait qualifier des mauvaises décisions, un manque de clarté ou des objectifs flous. Et ça va entraîner chez le travailleur, en effet, une incompréhension, un désengagement, voire une dépression et surtout une dévalorisation de soi-même. Comment, comment est-ce que soi-même, et c'est ça le plus dur, comment est-ce que ça peut se manifester chez nous, cette notion de brown out? Comment savoir comment ça peut se manifester? En effet, bah, il y a un certain test, d'auto-test, et le quotidien britannique The Telegraph, voilà, je suis en train de reprendre, il a listé 10 comportements et sentiments qui vivent et que ressentent les personnes en effet qui sont en situation de burn-out. Vous avez quelques exemples que je citerai très rapidement pour voir, hein, ressentir, hein, chacun et chacune là, par rapport à la situation. Vous travaillez, mais vous n'éprouvez pas d'intérêt pour ce que vous faites. Voilà, le travail en lui-même est une corvée et ça vous stimule pas. Vous avez l'impression que votre to-do list là, eh ben, elle se réduit jamais et qu'il y a toujours des choses à faire. Autre exemple, vous ne pensez plus à votre carrière et vous ne prenez pas de décisions importantes pour vous-même. Autre exemple, la réunion voilà, la réunion intellectuellement, vous participez vraiment au minimum et vous voyez d'abord les risques plutôt que les opportunités de cette réunion. Ou vous avancez des excuses possibles pour les éviter. Bref, vous avez, voilà, il y a un certain nombre
d'exemples, de questionnements qui vont vous amener certainement à identifier que vous pouvez être dans cette situation de, euh, de burn-out. Voilà. Je poursuis. Donc, c'est ce que j'évoquais à l'instant quand j'évoquais la notion suis-je concerné. C'est cette possibilité que vous avez en effet de vous poser un certain nombre de questions pour vous-même être aussi à l'origine d'une détection. Mais c'est pas simple de sortir de son corps, c'est c'est pas évident. Voilà, donc vous avez un certain nombre de questionnaires qui peuvent vous aider aussi à prendre conscience d'un certain nombre de difficultés et le concert d'évolution professionnelle dans vos échanges pourra vous aider. Euh, le- le- je poursuis les symptômes. Bon, on l'a évoqué assez rapidement. Vous pourrez en reprendre conscience. Je vois qu'il nous reste que 4 minutes, donc je vais très très court. Euh, vous avez en effet donc un certain nombre comment on appelle ça, de symptômes. ouais, de symptômes en effet qui se manifestent. Ce qui est important, c'est sur la partie en bleu qu'on vous a résumé, c'est demander vraiment conseil à des professionnels de la santé. Ne restez pas seul. Voilà. Donc vous avez des structures organisées, on les a pas forcément toutes nommées tout à l'heure, que ce soit vos structures RH, vos propres managers, ou sortir un peu plus haut, d'aller à un niveau supérieur, N+2. Vous avez la médecine du travail, vous avez le CSE selon la taille de votre entreprise, vous avez des centres de bilan de compétences, centres de santé au travail, on évoquait le médecin du travail, et bien sûr, vous avez le conseil en évolution professionnelle pour déjà dans un premier temps dégrossir et avoir un premier contact. Donc, burn-out pour en sortir, bah, c'est bien de se poser un certain nombre de questions. Et ces questions, Diane, en 2 mots, est-ce que tu peux nous en dire un mot? En 2, ou tu nous en diras un? J'ai fait très Eh fort. bien, en Diane. sortir, bah, c'est qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je sais faire et quel type d'activité encore je peux garder, qui a du sens pour moi. Est-ce que je suis toujours compétent? Quelles sont mes motivations, mes valeurs? Oui, on parlait de bilan de compétences. C'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut être aidant, refaire le point sur soi, sur l'introspection, sur ce qu'on peut voilà, mettre en avant, parce qu'on a tous des compétences, on a tous, voilà, on a tous des centres d'intérêt aussi. Donc ça, c'est important. Si vous faites partie peut-être d'une association, si vous faites, voilà, il peut y avoir plein de choses à côté que vous pouvez faire et qui sont valorisantes. Ou faire du sport, ou alors, voilà, ça c'est quelque chose de primordial. Comme on dit, c'est s'occuper de soi et de son corps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, être bien entouré. Donc ça, c'est ultra important. Évaluer ses propres compétences, mais réapprendre aussi à s'accorder des plaisirs et ne pas investir tout son temps dans le travail, prendre le temps de faire des pauses de réflexion, reprendre contact avec la nature, retrouver un lien social, ne pas hésiter à demander du soutien, d'éliminer la routine, l'habitude, l'absence de renouvellement et les activités à chemin bloqué, d'envisager changer de travail ou se réorienter partiellement ou totalement. Donc vraiment s'occuper de soi et de son corps. Je vois que le temps vraiment passe, il reste plus que 2 minutes. Ça va être un peu compliqué pour tout vous dire. On va tout de suite passer directement. Donc oui, comment retrouver du sens, planifier, soin, voilà, prendre soin de soi, de ne pas hésiter à demander de l'aide, voilà, faire des hobbies, faire des choses que vous aimez, hyper important. Compter sur le collectif aussi pour s'apporter des solutions. L'associatif, c'est très très bon. Donc, mon conseil à une évolution professionnelle, en gros, c'est quoi? Bah, ça va être un dispositif qui est totalement gratuit et qui est mis à votre disposition via un numéro vert, totalement confidentiel. Vous avez un conseiller CEP dédié pour vous. C'est neutre. On n'a pas de jugement de valeur. Enfin voilà, c'est vraiment une posture où on est là pour vous écouter, être à votre écoute. Et que vous soyez en Guadeloupe, que vous soyez en La Réunion, que vous soyez à Lille, Marseille, c'est accessible parce que vous avez toujours une agence au plus près de votre lieu de domicile. Et on a ce devoir d'impartialité dans le sens où on n'est pas là pour vous proposer, comment dire, vous imposer, par exemple, une formation, aller chez un organisme de formation, ce n'est pas du tout notre rôle. Nous, on est là pour vous orienter, vous aiguiller, avoir des avis éclairés. Donc, pour qui? En fait,
comment ça se passe en fait? Qui c'est qui délivre le CEP? Donc il y a Avenir Actif, Philippe et moi, on fait partie d'Avenir Actif, donc qui concerne les salariés et les indépendants. On a également les cadres, l'APEC. Merci pour ceux qui donnent les messages en même temps. Très bonne journée à tous. Il y a également France Travail qui délivre le CEP. Il y a également les missions locales et Cap Emploi. L'objectif, ça a vraiment de justement de faire le point sur si vous avez une envie d'évolution, envie de changer de travail, de développer vos compétences, de vous reconvertir totalement, de reprendre une activité, enfin une création d'entreprise, ou alors en mobilité interne ou externe, vous n'arrivez pas à franchir le cap. Comment je refais mon CV, ma lettre de motivation, la mobilité interne si vous avez envie d'évoluer. Et alors, comment ça se passe? Il y aura un conseil individualisé et adapté qui va permettre d'exprimer sa demande et son besoin. Ça, c'est super important. Vous accédez à un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation. Comme on a dit, on n'est pas prescripteur, on vous parle d'offre de formation. C'est vous qui décidez. On vous parle d'environnement professionnel, des dispositifs de financement et un accompagnement personnalisé qui vraiment permet d'étudier la faisabilité de votre projet en lien avec le marché de l'emploi. Comment vous prenez rendez-vous? Passez grâce à ce site internet sur www.mon-cep.org et là, vous allez trouver le conseiller en or, donc CEP, et directement donc, proche de votre lieu de domicile, vous pourrez prendre rendez-vous. Vous allez passer par une plateforme téléphonique qui est située donc, chez nous, nous, on est en Ile-de-France et sur Paris 13, mais en tout cas, vous avez d'autres façons de nous appeler. C'est bien un numéro vert en fonction de votre région. Et donc, vous allez avoir un premier contact téléphonique d'aiguillage de 10 minutes pour vous orienter vers un conseiller CEP. Et donc là, vous pourrez vraiment parler librement de votre situation professionnelle. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas, la parole est libératrice. Et ça, c'est hyper important d'avoir quelqu'un d'extérieur, sans jugement de valeur, qui puisse vous donner toutes les informations nécessaires. Voilà. Conclure. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir été présent avec nous. Vous l'avez compris, en tout cas, que le conseiller en évolution professionnelle est un interlocuteur parmi d'autres, mais néanmoins, on a évoqué avec vous les principales caractéristiques de gratuité, confidentialité. Au plus proche de chez vous, vous pouvez trouver un opérateur. N'hésitez pas dans un premier temps de prendre contact avec nous et bien entendu, nous, notre métier, c'est de vous faire gagner du temps, de vous aiguiller. Donc, on vous orientera vers une multitude d'interlocuteurs spécialisés selon votre cas. En tout cas, on vous aidera. Diane et moi, nous vous remercions. Diane, un mot de conclusion? Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation. C'est super intéressant. Donc, on a essayé de faire au mieux. Je sais, c'est vrai qu'il y en a qui me disent que c'était trop court. Mais voilà, on a fait au mieux pour essayer de vous donner un maximum d'infos. En tout cas, sujet important. Et dans ce sujet important, le principal mot à retenir, c'est vous. Donc, pensez à vous. Et on sera toujours là aussi pour vous aider à réfléchir à votre évolution et vos reconversions et toutes les problématiques ou questionnements qu'on peut se poser légitimement. Voilà. Quelle que soit votre situation, vous avez différents opérateurs. Merci à vous, au plaisir. Merci Diane, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.